Bonjour Abulon, aujourd'hui je vais vous présenter un magnifique jeu de rôle de Free League Publishing, donc une petite boîte suédoise là, qui commence à être vraiment connue avec leur premier jeu Mutant Year Zero. Ensuite ils ont fait Coriolis et bon dernièrement le hit de leur Tales from the Loop. Donc c'est Modifius qui a traduit le livre en anglais, l'a distribué. C'est vraiment un magnifique bouquin hardback, ok, à 260 pages environ. J'adore tout de ce livre-là, c'est incroyable. Les illustrations, la mise en page, même la police de caractère, c'est écrit gros, ça se lit très bien, c'est facile à naviguer. Bon, dès le départ, on dit qu'il y a une section pour les joueurs, donc les 8 premiers chapitres, une section pour les maîtres de jeu. Donc, bon, ça, on retrouve ça dans plusieurs jeux. Donc, c'est facile. On voit en rouge pour les joueurs, portion pour les joueurs, portion pour les maîtres de jeu. À la fin, on a des feuilles de personnages couleur et noir et blanc, comme ça ici. Donc, des feuilles très simples à lire. L'intérieur des couvertures, bon, ici, on a un Londres dévasté avec quelques points de repère sur la carte qu'on peut explorer, qu'on peut inventer. Et de l'autre côté, c'est un New York, un Manhattan dévasté par les forêts, les eaux et évidemment plein d'autres calamités. Donc, si je tourne les pages, Mutant Year Zero, évidemment, comme ça ici, on a les chapitres. Donc, dès le départ, on met dans le contexte à quoi on joue. C'est un jeu un petit peu différent des autres. Ce qu'on sait, c'est qu'on vit dans une espèce d'arche qui contient environ 200 personnes, ou entre 100 ou 200 personnes. Tous des mutants, tous âgés en bas de 30 ans ou très jeunes. Personne n'est capable de se reproduire, avoir d'enfants. Il y a quelques boss dans ces repères-là qui vont donner des missions, trouver de l'eau, les trucs qu'on retrouve, les concepts qu'on retrouve dans tous les jeux de rôle de post-apo. Et il y a un Elder, un ancien, qui lui n'est pas un mutant ou peut avoir altéré, mais qui est généralement très ancien et qui sait des choses. Évidemment, dans le métaplot, il est super important. Donc, je vais pas spoiler, mais c'est vraiment important et intéressant les rôles qu'ils leur ont donnés. Donc, évidemment, au départ, on parle le rôle des joueurs, le rôle des Game Masters. Vous allez voir aussi que ça ressemble un petit peu, il y a un petit côté, ceux qui ont fait l'Adventure Path là, avec de Paizo, le Kingmaker, là, on se ramassait dans une région pour on développait. Il y a beaucoup cet aspect-là. Vous remarquez que les cartes sont comme quadrillées, des petits carrés. Et c'est super long à explorer une zone parce que même sans distance, c'est pas très loin. Il y a tellement d'obstacles physiques, des créatures, même la radioactivité, le rat qu'on appelle, ou la pourriture, que c'est très long à explorer et trouver des artefacts. Donc, évidemment, on explique un peu c'est quoi. Les dés, vous savez que je ne suis pas fan des dés altérés. Eux aussi vendent pour ce jeu-là des dés spéciaux, mais ce sont des D6 et encore là, c'est très facile dans le fond avec 3 couleurs différentes, avec des simples D6 joués, avec un 6 ou un 1, là, tout dépendant du petit logo qu'ils mettent sur leur dé. On peut adapter ça, là, on voit peut-être pas très bien, mais il y a une espèce de petit logo nucléaire comme ça qui représente un 6. C'est un jeu qui se joue simplement avec des D6 comme tout leur système, à eux, leur système maître, dans le fond, là, qui motorise autant celui-ci, Tales from the Loop puis Coriolis. C'est toujours, on lance juste des D6, puis ça vous prend des 6. À partir du moment où vous avez un 6, vous avez un succès. Dans ce jeu-ci, si vous tirez 1, bon, vos mutations peuvent s'activer, mais je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Ils vendent aussi, à part, un petit paquet de cartes qui n'est pas très utile. Si vous voulez jouer le jeu plus aléatoirement, donc piger des menaces, vous pourriez jouer à la rigueur ce jeu-là presque sans mètres de jeu. Là. Au début d'une partie, vous pourriez tirer 3 menaces qui menacent l'arche, votre repère, où est-ce que vous êtes. Des trucs comme ça, des artefacts, et puis aller les explorer, mais ça devient plus un jeu seulement justement d'exploration, de combat. Là. Mais très intéressant, mais tout ça, ces cartes-là, vous l'avez sous forme de chapitre ici ou de tableau dans celui du maître de jeu. OK? Donc, bon, on va parler, bon, les concepts, c'est quoi un PC, ces choses-là. Et rapidement, on tombe votre mutant, comment créer votre mutant. Donc, évidemment, vous allez jouer des mutants. Et ce qui est le fun, c'est que vous allez voir, c'est choisi un petit peu aléatoirement. Pardon. Au départ, vous allez choisir votre rôle. Votre rôle, il est défini un petit peu plus loin, comme ça ici. OK? Votre rôle dans votre repère, l'enforcer, ça va vous donner. Puis ça ici, là, c'est pas beaucoup des statistiques, hein, c'est juste l'apparence. Ça peut vous donner des idées, la face, à quoi qu'il a.
le visage, le corps, le clothing, les talents, qu'est-ce que vous pourrez choisir, quelques talents. Mais c'est super épuré, super facile. Donc, vous avez le choix des rôles, le Gearhead, le Stalker, OK, le Fixer, comme ça. Fait que vous aurez compris, il y a plusieurs choix. Là, il y en a quand même potentiellement plusieurs. OK, donc, vous choisissez un rôle. Ensuite, vous choisissez votre âge, OK, qui doit être un jeune adulte, évidemment. Votre nom. Et ensuite, vous allez choisir les attributs. OK, vous avez 14 points à distribuer dans... je ne sais pas si j'ai une feuille de personnage. Vous avez 14 points à distribuer ici dans la force, l'agilité, le wit et l'empathie. OK, vous avez 14 points à distribuer comme ça ici. Vous ne pouvez pas avoir plus que 5. OK, fait que ça, c'est vos attributs. Ensuite, vous allez choisir vos talents, skills. Vous avez 10 points à distribuer dans les talents qui sont ici comme ça, l'endurance, la force. Puis sont liés... Tous les talents sont liés à un attribut. OK? Puis le jeu, comment il fonctionne, c'est que lorsque on demande un sneak, par exemple, bon, vous voyez, vous avez 2. C'est lié à l'agilité. Agilité, vous avez 5. Vous avez 7. Vous lancez 7 des 6. Et ça vous prend des 6. Un 6 pour réussir. Puis évidemment, si vous avez plus de 6, c'est mieux comme ça ici. Si vous avez, encore une fois, du gear, donc des outils, de l'équipement qui est lié à ça, bien, mettons que c'est plus 1, bien, vous allez lancer un dé 6 supplémentaire. Vous voyez comment c'est un système simple? C'est pour ça que je l'adore. Et vous allez avoir chacun un talent qui peut être, comme dans ce cas-ci, Scavenger, qui va être lié à votre rôle que vous avez choisi. Et that's it. Hein? Ouais, on adore ça, les systèmes simples comme ça. Donc, talent, mutation, ensuite... Ah oui, c'est ça, évidemment, vous avez fait vos skills, vos compétences, vos talents. Et là, mutation. Mutation, c'est pas compliqué, vous la tirez au hasard. Vous pigez une carte, dans ce cas-ci, vous allez tirer ce qu'on appelle entre 11 et 66, 2 des 6. Et, mettons, vous avez 44, vous allez dans le tableau, vous allez voir, il y a un chapitre des mutations, je vais y arriver, et ça vous donne une mutation pour avoir des ailes de papillon dans le dos, etc. Ça vous donne un petit bonus. Et respirer sur l'eau. Ce n'est pas vraiment vous qui décidez votre mutation. Vous avez des points de mutation dans le jeu. Quand vous l'activez, il faut dépenser ces points-là. Et même chose avec les dés, ça peut faire activer des mutations, mais bon, on reviendra plus tard. Donc, comme ça ici. On parle un peu de développer son mutant. Bon, c'est des trucs plus de roleplay. Chapitre 3. Donc, les compétences, skills. On vous explique un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ils sont super faciles. Généralement, tu lis le nom et tu comprends rapidement ce que tu peux faire avec, à quoi ils sont liés. Donc, c'est un tout petit chapitre. Chapitre 3. Les illustrations sont magnifiques. Le livre... Je vous le dis, là, je suis vraiment en amour. C'est mon genre d'illustration, ça, j'adore ça. Les talents, même chose. Donc, les talents, c'est un petit peu plus puissant que les petits skills. C'est pour ça que vous en avez seulement un. Vous pouvez en gagner avec l'expérience durant le jeu pour en acheter. OK? Donc, on a les talents comme ça ici, un peu plus définis. C'est souvent sous forme de texte. Hein? C'est pas plein de bonus. Ça va vous dire, bon, ben, mettons plus 1 ou plus 2. Ben, plus 1 ou plus 2, c'est plus 1 ou plus 2 dès que vous allez lancer lorsque vous... faites quelque chose en ligne, c'était pas loin. Les mutations, donc ce que j'expliquais tout à l'heure. Quelles sont les mutations? Si on veut les tirer au hasard, on a un beau tableau ici de 11 à 66 parce qu'on lance 2d6, fait qu'on peut avoir le premier, c'est une dizaine. Et l'autre, et là, on va voir, mettons, on a tiré 24 insectoïdes, donc on va voir qu'est-ce qu'un insectoïde, qu'est-ce que ça peut faire, puis on a des petites images. Ça vous donne une petite idée de ce que sont les mutants. Et c'est déjà terminé. Conflit trauma, ça, dans le fond, c'est le système qui vous explique comment fonctionnent les combats, les tours, les initiatives. On lance un D6. Très, 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 très simple. J'adore. C'est vraiment... C'est un jeu narratif. Hein? Puis même les combats sont le fun et rapides. Et c'est facile d'arriver, puis bang, pogner un bat de baseball. Pas besoin de se demander trop ce que ça fait. C'est toujours des D6, puis dans le fond, on a juste à avoir le D6, donc on n'a pas à calculer toutes les histoires de combat, mais dans ce cas-ci, on va quand même vous expliquer un peu comment fonctionnent les points de vie, la fatigue, et ben c'est ça, dans le fond, les conflits entre créatures et autres NPC. Donc, voilà, c'est assez simple. Ça devrait constituer la partie la plus... dans le fond, la plus définie, la plus compliquée, et pas vraiment, dans le fond. Vous voyez que c'est... ça ici, c'est une table, je le regarde, une table des blessures. Fait que, évidemment, vous pouvez subir des blessures. C'est le fun parce que rapidement, on le tire au hasard. Puis, une jambe cassée, -2, to move and sneak. Fait que, à chaque fois, vous allez lancer des trucs comme ça. Puis, combien de temps que ça prend pour guérir? 3 des 6 jours. Évidemment, lorsque vous pouvez revenir dans votre arche, vous pouvez guérir plus rapidement. Ça va être quelque chose aussi que je vais expliquer, les arches, les véhicules, les explosions. L'arche, très important.
Au départ, évidemment, il y a des options. Votre maître de jeu peut créer votre arche pour vous, mais ce qui peut être intéressant, c'est de le créer justement en groupe. Donc, non seulement vous créez votre personnage, mais tout le groupe peut créer l'arche. Fait que bon, vous choisissez la zone location. Évidemment, sur les grosses cartes, vous allez choisir où est-ce qu'elle est située sur la zone map. Et ensuite, bon, le type d'arche, c'est comme je disais tout à l'heure, ça peut être un pont, une ferme, un junkyard, voyons, une cour à scrap, peu importe. Et là, bon, la position, la carte, vous décidez l'elder, les boss, etc. Mais évidemment, le maître de jeu, ensuite, va prendre ces NPC-là, puis il va les développer, puis leur mettre des motivations. Évidemment, il va mettre du drama là-dedans. Mais ça peut être intéressant de le montrer, de le monter. Et comme vous pouvez voir, là, il y a tous les outils pour le faire. Et on vous explique évidemment que, bon, évidemment, où est-ce qu'on met la source d'eau. Il y a des trucs vraiment importants. La bouffe, l'eau, c'est des trucs vraiment centrales au début des aventures. Trouver de l'eau potable. La nourriture, ces choses-là, ça fait partie justement de ceux qui vont quitter l'arche pour aller trouver ces choses-là, parce qu'évidemment, tout est en train de pourrir, tout est en train d'être désuet. Et voilà, évidemment, on vous en propose quelques-uns, des arches comme ça, avec des NPC déjà toutes montées, des petites histoires, des petits backgrounds, donc il y en a 2 en fait, là. Fait que c'est très intéressant, on vous explique un peu le générateur, le diagraphe, le cool. Ça ressemble un peu à on peut s'inspirer de plein de trucs, là, que ce soit Borderlands ou Fallout, évidemment. Fallout est une grosse source d'inspiration, mais c'est beaucoup moins peuplé que Fallout, cet univers-là. Zone Travel, on vous explique après ça, bon, ben, c'est ça. Il faut mapper, cartographier les zones. À chaque fois que vous entrez dans une zone, il y a de la... si vous passez un certain temps, vous prenez des points, pas de radioactivité, mais des rat points qu'ils appellent, là, c'est vraiment de la pourriture. Et tout ça, ça vous est un petit peu expliqué comment fonctionnent les expéditions, les buts, etc. Donc, je fais un flip through. The rat, ici, on vous explique The rat, c'est quoi? Chaque section a un rat level. Fait que, de 0 à 3. Fait qu'évidemment, il y a le 3, si tu rentres là, tu vas mourir rapidement. Fait que on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est l'ancien monde qui a fait exploser? On se doute que c'est ça, mais il y a probablement d'autres raisons à ça. Puis les effets du rat, puis on parle. Donc, on développe beaucoup sur le rat. C'est très story device. Et on tombe dans le côté du maître de jeu. Donc, encore une fois, on donne des trucs, on donne vraiment plus de réponses à ce qui se passe. Au début, c'est plus, bon, pour vous aider à faire aller une partie, mais écoutez, il n'y a pas grand-chose qui est dit pour rien dans ce livre-là, c'est ça que j'aime. Puis rapidement, on se retrouve à des endroits qui vont nous inspirer si on a des blancs. On nous donne des trucs, la première session, pas faire de grands plans, on voit que c'est un jeu plus narrativiste, là, se servir des joueurs, commencer, même il nous propose d'y aller au hasard au départ, de choisir des threats qu'il appelle, des menaces. Ça, c'est le fun parce que, il parle aussi, évidemment, excusez, avant, je voulais passer à l'autre chapitre, il parle des ressources, puis évidemment, on a toutes sortes d'idées de ressources qu'on peut avoir de besoin. Et ensuite, on passe au threat contre l'arche. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on vous donne, je pense, en tout cas, c'est un tableau comme ça ici, donc pas loin d'une vingtaine d'idées de menaces, OK, vraiment liées à votre arche. Donc ça peut être même pas vous n'avez même pas besoin d'aller dans des zones pour explorer, c'est lié dans l'arche lui-même pour rajouter une belle couche là, d'histoire ou de conflit à l'intérieur. Fait que c'est super intéressant. Ensuite, créer la zone, donc explorer la zone. On vous donne des trucs, quoi mettre. Si vous n'avez pas d'idée, évidemment, à la fin, il y a tout un chapitre qui vous aide là-dessus, mais bon, ça vous aide là, vraiment rapidement sous forme de petits tableaux simples. On parle des artefacts. Les artefacts, c'est super important, comme j'ai mentionné, parce que, évidemment, c'est pas juste des petits trésors que vous voulez trouver, mais le Metaplot parle que, bon, vous devez absolument trouver 4 artefacts de l'Ancien Monde pour pouvoir, dans le fond, avoir des réponses à qui vous êtes, qui vous a créé, pourquoi vous ne pouvez pas vous reproduire, qui sont les Elders. Puis dans le fond, vous pouvez décider soit que vous les tirez au hasard durant les games, ou bien à l'avance, vous les mettez à tel endroit, puis une fois que les joueurs vont retrouver ces artefacts-là, ça va comme ouvrir
j'essaie de ne pas trop spoiler, un passage entre guillemets, donc un endroit où aller pour avoir de ces réponses-là, et ça développe tout un pan d'aventure, une fin de campagne. Donc, ruines in the zone, on parle des ruines, encore une fois, on donne des idées, playground, l'école, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez retrouver à ces endroits-là? Ensuite, les menaces dans la zone. Ça, c'est vraiment un genre de bestiaire, entre guillemets. Donc, je vais le passer assez rapidement pour ne pas trop spoiler, mais on donne ici un niveau aussi qui peut affecter, dans le fond, lorsque vous arrivez dans un endroit, là, OK? Ça ici, ces petits logos-là, ben, c'est connaître la zone. Fait que lorsqu'un joueur rencontre une menace dans la zone, ben, il roule pour savoir s'il connaît la zone, puis c'est altéré par cette valeur-là, -2 ou -1. Et c'est un genre de modificateur, dans le fond, selon qui habite la zone. Ça peut être très intéressant. Je ne vais pas trop les montrer. OK. Les artefacts, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a toute une liste d'artefacts ici sur les tableaux. Ça peut aller du ghetto blaster, des batteries, une caméra, de l'essence. Vraiment des trucs qui peuvent servir à justement des scavengers dans le monde d'aujourd'hui. Vous pouvez en inventer. Spécial zone secteur, ça évidemment, il en propose quelques-unes dans le livre. Ça, c'est vraiment des gros secteurs bien définis. OK, des secteurs vraiment d'aventure. Puis ça, ils ont sorti 3 livres à 40 pages vraiment qui détaillent ça. Généralement, vous avez une grosse carte pour le maître de jeu, la situation, qui est là, quelle organisation est là. Là, je vais passer vite avec des superbes maps. Généralement, il y a des maps pour les joueurs. Comme vous pouvez voir, c'est très défini. OK? Donc ça, dans le livre de base, il y en a quelques-unes. Je vais le passer pour ne pas trop spoiler si vous voulez jouer. Et c'est vraiment intéressant. Ça, je vous dirais qu'un secteur peut servir pour une partie, là, une partie complète facilement. Donc ça, c'est bien défini. Ça, c'est les cartes plus pour les joueurs. Et finalement, on termine avec le métaplot qui est le chemin vers l'Éden. Tous les arches ont un jardin d'Éden, un endroit où ils vont trouver, dans le fond, des réponses à toutes leurs questions. Et puis, c'est vraiment... là, vous avez les réponses, et puis c'est vraiment... Ben, il y en a qui la trouvent pas bonne. Moi, je l'adore. Je la trouve vraiment une belle fin de campagne de post-apo différente. Moi, à la Walking Dead, avec de l'espoir, ça peut terminer... Oh, spoiler, là, ça peut terminer à des endroits inattendus. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de le jouer, c'est quand même... Puis c'est pas une aventure, en fait, c'est plus des réponses, puis c'est un endroit final où on voit les joueurs, puis comme j'ai parlé tout à l'heure, ils parlent des artefacts, puis vous mettez ces artefacts-là dans les autres missions, et lorsqu'ils les ont trouvés, ça les amène à l'Éden. L'Éden que vous pouvez mettre partout ce que vous voulez sur une carte. Regardez comme ça ici, notre Éden, point d'interrogation, c'est-tu là? C'est vous qui décidez ça. Mais c'est ça, il y a des réponses, puis c'est une zone toute définie avec des NPC définis, vous aurez compris, avec des réponses aussi. Donc, le bouquin se termine là-dessus avec un index. Donc, on était à 260 pages. Bon, les items, l'équipement, le gear, okay, les tableaux qu'on a retrouvés un petit peu au début. Feuille de personnage, noir et blanc, feuille de zone, si vous voulez, les projets, parce que c'est le fun, parce que aussi, vous allez tous décider des projets que vous pouvez faire. Vous dire, ben moi, je vais augmenter la sécurité de mon arche, fait que là, à un moment donné, tu as un projet, puis tu fais augmenter la sécurité, fait que tout cet aspect-là, gérer l'arche, ça peut être vraiment intéressant, vous n'êtes pas obligé encore une fois, mais ça fait la force de ce livre. Donc, Mutant Year Zero, écoutez, j'ai jamais eu autant envie de jouer à un jeu de post-apo que celui-ci. J'ai joué à Deadlands, Hell on Earth, j'ai joué à Gamma World, j'ai joué évidemment à Mutant Epoch. J'en ai joué quelques autres improvisés, un genre de Mad Max. En tout cas, bref, c'est vraiment celui, je trouve, qui est le plus facile pour le maître de jeu à gérer. Pour les joueurs, je suis certain qu'il y a énormément de plaisir à avoir ce jeu-là. Il y a beaucoup de diversité. C'est pas juste un jeu où on se promène et qu'on scavenge. Ben, on peut le faire comme ça. On peut faire un jeu typique où on va juste chercher des vivres pour aider l'arche, mais je pense qu'il y a vraiment plus. Et évidemment, il y a eu d'autres suppléments, des zones vraiment, il y a la même chose, mais sur les mers, à la Waterworld, que j'adore. Alors moi, je suis vraiment là, c'est un système que je vais utiliser maintenant pour plusieurs parties rapides dans des univers. Là, ça me fait penser, c'est Fast and Furious, un peu à la Savage World, mais encore plus simplifié. C'est facile de monter des belles aventures, le fun, puis pas s'enfarger dans les règles, puis passer une demi-heure à se demander comment on fait telle affaire, telle affaire.
Donc, Mutant Year Zero, c'est un jeu, en plus, il y a une version française qui s'en vient, ou qui est sortie là, de Sans détour, les mêmes qui traduisent l'appel de Cthulhu en France. Donc, surveillez ça si vous voulez les versions françaises de Mutant Year Zero. C'est très prochainement dans les boutiques. Merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine fois.